venue. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui apprécie Pierre, comme moi. Et voilà, je suis très heureuse d'avoir ici une partie de sa famille, et puis aux amis de la JP et même d'autres associations. Donc, je vous dis un petit peu dans quel ordre j'ai pensé qu'on va dérouler la soirée. Et après ma petite introduction, il y a Claudine qui va parler, la fille de Pierre, qui va parler au nom de sa sœur et de son frère et d'elle-même. Ensuite, il y aura Muriel, sa compagne des 15 dernières années. Après, il y a sa petite fille, Yael, qui va chanter avec son compagnon Eric. Et ça va faire la clôture de la partie famille. Ensuite, on va passer à un film qu'a fait Aline Holzman avec Pierre Mortimore, qui ont interviewé Pierre longuement. Donc il parle de son enfance, etc. C'est un petit film très émouvant qui dure un peu plus de 20 minutes. Et après ça, il y a les gens qui m'ont demandé de parler pour évoquer Pierre. Ça sera à peu près 4 ou 5 ou 6 personnes, je ne sais pas exactement, qui vont faire qui vont parler en leur nom et le nom de certaines associations qu'ils appartiennent. Ensuite, je ne sais pas si la chorale sera prête, mais même s'ils ne sont pas nombreux, Pierre tenait beaucoup à la chorale, donc la chorale a voulu participer à ça. Et ensuite, Henri, le président actuel de la JP, va faire la clôture. Et on aura un petit buffet pour terminer. Alors, Pierre nous a quittés le 7 janvier 2021, c'est-à-dire il y a, et ça c'était vraiment un hasard, mais c'est exactement 20 mois qu'il est disparu. Les amis de Pierre n'avons pas pu assister à ses obsèques parce qu'il est décédé au milieu du confinement du Covid. La JP, dont il a été président pendant 10 ans, souhaite lui rendre cet hommage. Nous avons invité à se joindre à nous sa famille et des personnes qui l'ont connu aussi dans d'autres contextes, comme médecin, comme membre de la chorale Diasporim Zinger, comme membre de l'atelier Yiddish, l'amitié judéo-chrétienne, la communauté juive libérale et puis des amis. Car Pierre était un homme très engagé. Il a réfléchi et participé à beaucoup de luttes et de débats du XXe siècle. Et j'ai découvert récemment que déjà en 1971, il a été un des 4 médecins à l'initiative de la lettre « Les médecins de l'Isère et la liberté de l'avortement ». C'est une lettre signée par 55 médecins le 7 mai, décidément c'est toujours un 7, 1971. C'est-à-dire c'était bien vraiment l'avant-garde de la lutte pour l'IVG, et c'était à Grenoble. Il était attentif aux autres, comme certainement l'évoqueront les différents intervenants ce soir. Il a adhéré à l'AJP dès son début. L'AJP, donc, c'est le sigle de l'Association pour un judaïsme pluraliste. Et il est devenu son président pendant 10 ans, de 1993 à 2003. Moi, j'ai assumé le secrétariat pendant sa présidence et j'ai été témoin du sérieux de ses démarches. Il organisait des débats lors de ce qu'on appelait les mardis de l'AJP, débats sur de la politique d'Israël, l'antisémitisme, la politique française. Il était très curieux et très engagé dans tous les mouvements sociaux de cette époque. Il aussi invitait
à faire des conférences et il a invité ses nombreux amis qui étaient souvent érudits sur des sujets autour du judaïsme. Avant les conférences, lui et sa femme Simone invitaient quelques personnes à des dîners amicaux et succulents. Pierre s'intéressait à chacun de nous. Quand notre fille a eu un grave accident de vélo, il est souvent venu la voir à l'hôpital. Et je pense que sa vocation pour la médecine date de cette époque. Mais je ne vais pas m'étendre ici plus longtemps là-dessus. Ce soir, nous verrons d'abord, après l'intervention de la famille, nous verrons un film fait par Aline Holtzman et Pierre Mortimore. Et ensuite, les différentes personnes pourront pouvoir s'exprimer, la chorale chanter, avant que Henri Meillac, qui est le président actuel de la AJP, fasse la clôture. Donc, j'appelle Claudine pour parler au nom de la famille. Tu peux parler ici ou assise? Bon, tout d'abord, je voudrais vous remercier tous d'être là ce soir. Vous nous avez tellement manqué en janvier 2021, en plein milieu de l'épidémie. Je parle bien sûr au nom de toute notre famille, mon frère, ma soeur et toute la famille. Nous remercions de tout cœur Myrta, Henri et l'AJP d'avoir organisé cette soirée pour célébrer la vie de Pierre. L'AJP a représenté un moment extrêmement important dans sa vie. Il nous parlait des conférences qu'il organisait, des fêtes annuelles tellement joyeuses célébrant l'amitié plus qu'autre chose. Il gardait toutes ses notes dans des classeurs bien étiquetés que nous avons retrouvés en vidant l'appartement. Mais ce soir, je voudrais vous parler d'un autre Pierre, que vous connaissez peu sans doute. Je voudrais vous parler de mon père. Papa nous a quittés cette nuit. Papa nous a quittés. Nous avons répété cette phrase de multiples fois en janvier 2021. Cette fois, c'est lui qui nous avait quittés, lui que nous avons si souvent quitté. Nous nous sommes un peu dispersés avec le temps, à droite, à gauche, dans plusieurs villes, plusieurs pays, 2 continents. Je me souviens que, où que j'aille, quand je devais prendre le train pour Lyon ou Paris avant de partir pour les États-Unis, papa m'amenait à la gare et restait sur le quai jusqu'à ce que le train s'éloigne. Je lui faisais des grands signes en ravalant mes larmes. Papa, c'était ça, celui qui reste, le pilier de la famille. Il s'est accroché jusqu'au bout, ne voulait surtout pas nous laisser et se laisser aller. Le courage et la détermination ont marqué sa vie. Comme beaucoup dans sa génération, il a vécu la guerre. Enfant juif, il a dû s'enfuir, se cacher, vivre plusieurs années dans la terreur d'être découvert. Ce sont probablement de ces quelques années tragiques que sont nées sa volonté de se battre jusqu'au bout et à nous protéger contre les aléas de la vie. Nous nous sommes récemment souvenus de quelques épisodes de notre enfance marquant sa détermination. Par exemple, les voyages pour aller en Corse. Alors qu'il n'était pas bricoleur pour un sou et n'adorait pas vraiment conduire, il avait acheté une large remorque pour accrocher à la voiture, remorque que l'on remplissait à ras-bord de notre matériel de camping. Il y avait aussi les valises sur le toit et nous derrière, parfois à quatre derrière, si l'un d'entre nous emmenait un copain ou une copine. Et nous partions, papa conduisant, montant lentement le col de Luce, pour finalement arriver plusieurs heures plus tard au bateau où nous devions embarquer pour la traversée vers la Corse. Les manœuvres avec la remorque n'étaient pas faciles, mais il s'y concentrait. Ses départs étaient épiques et tellement joyeux. Il avait commencé le ski à plus de 30 ans et était déterminé à faire des progrès. Donc chaque année, il s'inscrivait au cours de ski pendant notre semaine de vacances en montagne. Il était très attentif à nos études, peut-être trop parfois. Il nous a cependant transmis le goût d'apprendre, le goût du succès professionnel, tout en décriant des fausses valeurs attachées à la réussite. Que de fois a-t-il répété qu'il ne croyait pas en une vie après la mort, mais qu'il vivrait en nous. Il voulait nous montrer le chemin, nous l'avons suivi, plus ou moins, mais il a toujours été là pour nous, à nous encourager dans les choix que nous faisions. Voilà, c'était mon père, le pédiatre, le président d'AJP, le militant socialiste, mon père, quoi. Donc
Moi aussi, je vous remercie tous d'être là. Je te remercie, Myrta, pour cette organisation. Merci, Claudine, pour tout ce que tu as dit au nom de la famille, ce qui m'a évidemment beaucoup touchée. Et pour moi, parler de Pierre, j'ai longtemps hésité avant d'accepter parce que j'avais peur d'être bouleversée et submergée par mon émotion que jusqu'à présent j'avais plus ou moins contenue, en tout cas gardée en moi. Mais je pense que Pierre aurait été heureux que je m'exprime et donc j'ai décidé d'accepter. Jusqu'à ce que la maladie le rattrape, Pierre n'avait pas d'âge. On fêtait bien nos anniversaires chaque année, mais il semblait que le temps n'avait pas de prise sur lui. Et notre différence d'âge, conséquente quand même, de 27 ans, longtemps je ne l'ai pas sentie. Pierre restait jeune, éternellement jeune. Ensemble, nous savourions cette victoire sur les lois de la biologie. Alors il y a un souvenir étonnant. Quand je rencontrais Pierre, il m'a dit qu'il était fasciné par le mythe de Faust, dont il connaissait d'ailleurs toutes les versions. Alors moi je me demande, est-ce que cette identification à Faust l'a aidé à ne pas vieillir? Pourtant je vous assure, Pierre n'avait pas vendu son âme au diable, pas plus que je ne crois avoir été sa Marguerite. Ce qui portait Pierre, ce qui le tenait, c'était sa force de vie. Peut-être, comme tu l'as dit Claudine, cette soif de vie était en partie, je dis bien en partie parce qu'aucune cause n'explique jamais rien, une seule cause n'explique jamais rien, mais en partie une réponse au poids de son histoire, une réponse ou une revanche contre les meurtrissures de la guerre. Vous verrez le film tout à l'heure. La vie était bien sûr pour lui ses 3 enfants dont il était tellement fier, et ses 4 petits-enfants qui, disait-il, étaient son immortalité. Donc les enfants et les petits-enfants aussi. Mais son amour de la vie s'exprimait aussi par le regard qu'il portait sur le monde. Pierre était un homme épris de culture qui s'intéressait à tout, à tout. Je garde en moi l'image d'un Pierre amoureux des arts et de la peinture, et particulièrement de la peinture du début du XXe siècle. Combien de musées nous avons visités ensemble durant les 17 années durant lesquelles j'ai été sa compagne. La liste est énorme. Combien de voyages aussi nous avons réalisés, partout en Europe, dans les capitales, aux États-Unis, chez toi Claudine, je crois à 3 reprises, ou bien encore à Saint-Pétersbourg pour fêter son 80e anniversaire. Il était encore tellement en forme. Chaque fois que je venais à Grenoble, nous nous promenions bien sûr dans votre merveilleux musée. Pierre pouvait rester des heures devant un tableau pour évoquer ce qui lui suggérait. Aujourd'hui, je ne peux plus aller au musée sans entendre sa voix. Sa voix m'accompagne. Il est encore avec moi. Nous sommes de nouveau ensemble. Et chaque fois que je viens à Grenoble, je poursuis notre pèlerinage dans les salles consacrées à la peinture du début du XXe siècle. Je m'attarde bien sûr devant le bœuf écorché de Soutine. Je me dis, il m'aurait fait tel commentaire. Pierre aimait la peinture, mais aussi la culture sous tous ses aspects, de l'histoire à la musique, en passant par la littérature. En fait, Pierre était un humaniste dans tous les sens du mot. Il était un humaniste également dans le sens éthique, un homme intègre, animé d'une profonde tolérance, porteur de valeurs humanistes, aussi bien dans ses idées politiques que dans son comportement quotidien. Il s'intéressait aux gens, à la vie concrète, mais aussi à la cuisine,
car son amour de la vie s'exprimait aussi par un certain épicurisme, et vous le savez tous. Son ouverture sur le monde allait de pair avec ce qu'il appelait sa quête identitaire, qui était tout sauf un enfermement, car elle s'est située à la lisière, à la frontière ou au carrefour de l'universalisme et de la spécificité juive. Et d'ailleurs, nous nous sommes rencontrés sur ce thème, car nous avions cette quête-là en commun. C'est en ce sens qu'il s'est lancé dans une démarche de réappropriation de son passé juif. Et dans cette démarche, l'AJP dont il a été le président, l'atelier de yiddish auquel il participait avec tant de régularité, la chorale bien sûr, ainsi que le mouvement juif libéral, les amitiés judéo-chrétiennes également, constituaient sa colonne vertébrale. Il m'en parlait avec flamme, et de vous tous également, ses amis auxquels il était tellement attaché. Cette force de vie qu'il animait s'exprimait aussi dans le déni des petites souffrances. Pierre ne se plaignait jamais. Il disait toujours qu'il allait bien. Et quand il me disait au téléphone « ça va un peu », c'est à ce moment-là que je m'inquiétais. Cependant, la maladie l'a rattrapé. Mais dans un premier temps, il lui a fait un pied de nez à son AVC dont il ne s'est pourtant jamais remis. Un AVC n'allait quand même pas entamer sa farouche volonté de vivre. Le Pierre d'avant restait en lui, un Pierre fidèle à lui-même, obstiné et studieux, qui poursuivait vaille que vaille ses activités, comme la chorale et l'atelier yiddish. Ses rigorismes devant l'apprentissage étaient restés intacts et l'a aidé. Et puis, il continuait aussi à faire des projets. Il voulait aller à Venise avec moi. Mon grand regret, nous n'avons pas pu réaliser ce désir-là. Et quand la maladie, c'est-à-dire ce fichu Covid, l'a emporté pour de bon, il est alors parti, très digne, comme l'a été sa vie. Aujourd'hui, voilà 20 mois qu'il nous a quittés. Et le vide est là, pour ses enfants, pour moi, pour nous tous. Un vide qui nous fait mal. Mais au-delà de la peine et de la douleur, il reste son souvenir lumineux et il demeurera un exemple pour nous tous. Et pour finir, je voudrais essayer de vous lire un poème d'Éric Musam que Pierre aimait. Éric Musam est un auteur que nous avons découvert ensemble, qui était un juif anarchiste, mort assassiné par les nazis au camp d'Orianenbourg. Je vais donc essayer de le lire en hommage à Pierre, parce qu'il l'aimait. Celui pour qui le soleil ne brille plus est au-delà de l'amour. Combien de chagrins pleurent pour lui, il n'a pas besoin de le savoir. Homme, laissez les morts tranquilles, à vous appartient la vie. Chacun a bien assez à faire, à lever le bras et le regard. Laissez les morts, ils sont libres dans le sable humide. Vous, sortez de l'esclavage, de la misère et de la honte. Un combat vaudrait-il des lauriers? Épargnez à la mort ses cadeaux, mais reprenez l'épée du mort et menez son combat jusqu'à la fin. Voulez-vous faire quelque chose de bien pour ceux que le néant a rencontrés? Hommes, laissez les morts tranquilles et accomplissez leurs espoirs. Éric Musam. Donc maintenant, sa petite fille, elle va
chanter en l'honneur de Pierre. Oui. En attendant que la lumière s'éteigne, je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui, je vais plutôt chanter. Je voulais moi aussi vous remercier. C'est vrai que vous nous avez beaucoup manqué en janvier. Il méritait une belle cérémonie comme celle-ci. Alors merci. Merci d'être là. Parfait, Myrta, merci. Mon grand-père, il m'a transmis beaucoup d'amour, une identité juive. Alors je sais que dans les devoirs que j'ai à faire, il faut que j'apprenne à chanter en yiddish. Parce que moi, je chante en hébreu. C'est aussi pour l'amour de cette religion, l'amour d'Israël. Mais je te promets là-haut que je l'apprendrai, cette chanson en yiddish.
Merci. Merci beaucoup. Bon, si le temps nous le permet, on chante une deuxième, je sais pas. Mas
Merci beaucoup. Alors, mon enfance s'est passée à Paris, où je suis né, et où je suis resté jusqu'à l'âge de 10 ans, c'est-à-dire jusqu'à la veille ou l'avant-veille où les Allemands ont envahi Paris. J'ai une vision de mon enfance, une vision dorée. C'est-à-dire que, quels que soient disons les problèmes de mes parents, avec le recul, j'ai une vision, voilà, c'est une vision dorée, une vision donc heureuse de mes 10 premières années. Oui, la vie n'était pas très facile pour mes parents et ils ne s'entendaient pas très bien. Et alors, donc, c'est pourquoi je dis malgré ces sortes de péripéties, je trouve que j'ai eu une enfance heureuse. Et puis, donc, à l'arrivée des Allemands, mon père a été mobilisé, puisque mes parents étaient naturalisés depuis 1934. Ils ont eu cette chance. Mon père a été mobilisé. Et ma mère et moi, nous sommes partis la veille ou l'avant-veille de l'arrivée des Allemands à Paris. Et je ne sais plus pourquoi nous sommes allés à Vichy. Et le hasard a fait que nous étions dans un petit hôtel en face de la résidence de Pétain. Je pense que par la force des choses, ce que je retiens, c'est que j'étais aimé par mes parents. Donc j'ai été élevé dans l'amour. Et puis, j'étais fils unique et mes parents mettaient beaucoup d'espoir dans moi, dans ma vie. Donc, j'étais dans une ambiance de stimulation. Et bien entendu, l'investissement dans l'école était considérable. D'autant plus que ma mère était professeure dans le privé, mais c'était une raison d'investissement supplémentaire. Elle était professeure d'anglais, mais enfin, pour les jeunes, elle faisait un enseignement général. Mon père était tapissier en meubles. Et alors, à Paris, il était ouvrier. Et après la guerre, il a pu s'installer comme artisan à Nice. Alors je pourrais reparler de ma vie à Nice, mais voilà, il était artisan. Je n'ai pas senti directement la montée de l'antisémitisme, mais j'ai senti que, surtout de la part de ma mère, le désir de se cacher de l'identité juive. Alors, c'est une manière de répondre à l'antisémitisme. Je l'ai senti surtout par l'attitude de ma mère. Voilà, c'était une juive craintive. Mes parents, non, sont nés en Pologne, puisque j'ai dit mon père était né à Piotrków, près de Łódź, et ma mère à Radom. Dans des familles, bien sûr, juives orthodoxes, religieuses, mais en France, en tout cas dans ma petite enfance,
peux dire que la religion a été abandonnée. C'est sur ces vieux jours que mon père est retourné à la religion. Donc je n'ai pas été élevé dans la religion. Je suis né à Paris, et donc je suis resté à Paris. J'allais à l'école primaire de mon quartier, et je suis resté à Paris jusqu'à la guerre, jusqu'à l'armistice quasiment. Nous habitions dans le 17e arrondissement, donc non loin du parc Monceau où j'ai passé beaucoup d'après-midi. Et alors, pour en terminer avec ce séjour à Paris, eh bien, j'étais pas loin du lycée Carnot où j'étais destiné à continuer mes études si nous étions restés à Paris. Mais donc la guerre a fait que, au-delà de Vichy, je suis allé à Nice. Nous sommes partis, ma mère et moi, nous sommes partis peu avant que les Allemands n'entrent à Paris, alors que mon père participait à l'exode, il était militaire, il participait à l'exode militaire. Et la famille s'est réunie à Vichy. Je ne sais plus comment mon père n'a pu nous rejoindre. Et nous sommes restés 1 an à Vichy. Et pour des raisons familiales, nous sommes allés à Nice où mon père avait un frère. Je me souviens un peu de Vichy, oui. Je me souviens un peu de Vichy, mais qu'en dire Alors nous habitions, je ne sais plus très bien le quartier, mais en fait, c'était tout près de la résidence de Pétain. Et donc j'ai eu l'occasion de le croiser à une période où il traversait le quartier à pied, entouré de quelques gardes. Donc je me suis trouvé à quelques mètres de lui, quand j'étais enfant. Il avait une aura, oui, mais enfin, je ne peux pas bien en parler, je ne sais plus. Je pense que, comme toute la population, à l'annonce de l'armistice, nous étions à la fois... l'arrivée des Allemands à Paris et puis ensuite l'armistice, nous étions à la fois effondrés et soulagés. Et je pense que c'était le cas de la plupart. Et donc, nous avons passé 1 an à Vichy, avant d'aller à Nice. Je suis allé à l'école primaire à Vichy. J'ai même passé le certificat d'études primaires. Et puis, je devais donc ensuite entrer au lycée. Et, des circonstances ont fait que mes parents sont allés à Nice, où mon père avait un frère. Alors, c'est presque anecdotique, mais un souvenir me revient. Mes parents avaient eu le désir de partir aux États-Unis. Et si je me souviens bien, ils avaient obtenu un visa. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas du tout pourquoi ils ont renoncé d'y aller. Je ne me rappelle plus. Donc nous sommes allés à Nice et mon père a travaillé à Nice, ma mère aussi, et j'allais à l'école et puis je suis entré au lycée. Quand je suis entré au lycée en 5e, où j'étais bon élève, et donc nous étions en zone sud, et en 42, c'était en novembre 42 je crois, quand les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord, la zone sud a été occupée par les Allemands et les Italiens. Et
Nous habitions à Nice, donc dans un département frontalier, c'était aussi le cas de Grenoble, et nous étions en zone d'occupation italienne. Donc les Juifs ont été en parfaite tranquillité dans cette période d'occupation italienne. Et quand les Italiens ont demandé l'armistice aux Alliés, c'était septembre 1943. Eh bien, l'armée italienne est partie et les Allemands ont aussitôt occupé ces départements frontaliers. Et quand les Allemands sont arrivés à Nice, eh bien le sort des Juifs a été épouvantable. Et aussitôt, nous avons su que beaucoup de familles juives étaient aussitôt arrêtées et envoyées à Drancy, en Allemagne. Donc ça, c'était l'armistice, c'était, je crois, autour du 9 septembre 1943. Et à partir de là, le sort des Juifs a complètement été chamboulé. Là où nous avons senti un danger immédiat, nous apprenions que telle et telle famille était arrêtée. Et c'est là qu'est intervenu le frère de mon père et sa femme qui n'était pas juive. Alors, mon oncle n'avait pas eu la chance d'être naturalisé et se sentait immédiatement en danger. Et par l'intermédiaire de sa femme, ma tante, et de la famille de ma tante, mon oncle et moi, nous sommes partis à la campagne, logés chez un curé, dans la région de Puget-Théniers. Pourquoi mon oncle et moi? Eh bien parce qu'il se sentait en danger, outre des problèmes de santé importants, il se sentait en danger. Et dans ce village, il a pensé qu'aux yeux de la population, j'étais un bon alibi pour qu'il m'accompagne devant les dangers qui pesaient à Nice. Mes parents m'ont rejoint quelques semaines plus tard. Le curé exerçait dans plusieurs villages et il nous a hébergés dans un presbytère d'un village voisin. Et c'est là que nous sommes restés jusqu'à la fin, jusqu'à la libération. Mon oncle avait un accent yiddish comme mon père, ce qui n'était pas le cas de sa femme française. Ce que je retiens, quand je l'ai accompagné avant que ne viennent mes parents plus tard, ce que je retiens, c'est qu'il avait aussi que j'étais, d'une certaine manière, son alibi. Il m'accompagne et nous sommes en sécurité par rapport aux événements qui se déroulaient à Nice. Donc mes parents m'ont rejoint plus tard et nous avons été hébergés dans le presbytère d'un village voisin par le curé. En 1942, j'avais 12 ans. Oui, j'ai des souvenirs, mais
comment dire, ma relation avec lui était bonne. Sa femme et sa fille l'ont rejoint et il s'est trouvé un hébergement dans le village. Et mes parents et moi, nous étions dans un village voisin où nous avons passé la dernière année de l'occupation. Et on peut dire que nous nous sentions à peu près en sécurité dans ce village. Sauf vers la fin de l'occupation, le bruit a couru que les Allemands quittaient la région du bord de mer pour remonter vers le nord et passeraient vers chez nous. Alors là, nous avons pris peur. Et un soir, un de ces soirs-là, nous sommes partis. Nous avons quitté le village à pied, bien sûr, et nous sommes partis dans les bois, nous cacher, sans doute pris de panique. Et nous avons passé la nuit dans les bois. Et puis le lendemain, très prudemment, nous sommes revenus vers le village. Nous n'avons rien entendu d'apparemment anormal. Et nous avons retrouvé nos pénates. Heureusement, c'était la fin de la guerre, c'était la fin de l'occupation en tout cas, parce que notre attitude ne manquait pas de surprendre les villageois de ce petit village. On ne nous a pas demandé d'explications. C'était la fin de l'occupation, pratiquement. On ne nous a pas demandé d'explications. Je ne me souviens pas qu'on en ait donné, je ne me rappelle pas. Et puis, voilà, la libération est vite arrivée. Et mon père est descendu à Nice en éclaireur, voir ce qui s'est passé. Nous avons appris que notre appartement aurait été visité par la Gestapo. La libération était faite et nous avons pu redescendre chez nous. En gros, je ne peux pas dire que j'avais peur. On ne voyait pas l'ombre d'un Allemand autour de nous. Je peux dire que le premier sentiment qui a émergé, c'était une humiliation. Pourquoi fallait-il se cacher ? Et cette humiliation, d'une certaine manière, ne m'a pas quitté, puisque je peux dire que la guerre ne m'a pas quitté. Et comme je n'avais pas été élevé dans la religion, la question « qu'est-ce qu'être juif ?» s'est posée à moi et m'a poursuivi toute ma vie, en tout cas, jusqu'à ce que je sois capable d'en donner un contenu. Et c'est la JP qui m'a aidé à répondre à cette question et à faire venir des conférenciers qui répondent à ce type de questions. Par le silence. Enfin, j'ajoute tout de suite que ça n'a rien à voir avec ceux qui ont été déportés, bien sûr. Je ne le mets pas du tout au même plan, pas du tout. Mais enfin, c'est une réaction. Et j'ai aussi
senti la chance que ma famille nucléaire ait survécu, puisque toute ma famille polonaise, et elle était très nombreuse, a été déportée, avec extrêmement peu de survivants, qu'un cousin à mon père, en France, pris comme otage dans une rafle, a été fusillé. Quand j'étais jeune, j'ai accepté l'idée de Sartre, on est juif dans le regard des autres. Mais ce n'était pas du tout suffisant pour moi. Et donc c'est un questionnement qui m'a poursuivi presque toute ma vie. Et donc je répète, l'AJP m'a aidé de répondre à cette question. Et donc être juif, c'est une histoire familiale, c'est une identité. C'est une richesse, c'est un parcours. Voilà, j'ai une réponse. Je crois avoir donné une réponse positive à ce questionnement identitaire très profond. Je dis très profond, même si je n'ai pas été élevé dans la religion. C'est évidemment une culture. C'est une des réponses à l'identité, bien sûr. Mais chemin faisant, une certaine mystique m'a accompagné, et c'est pourquoi je me trouve bien à mon aise aussi parmi les juifs libéraux, et que j'assiste à des fêtes dans une sorte de cadre communautaire, ou amical en tout cas. Elles ont un contenu religieux. Bon, je ne sais pas si c'est pertinent ou opportun de dire que quand j'assiste à un office, je laisse ma raison à la porte. Mais oui, voilà, ça a un contenu religieux que j'accepte. Que j'accepte. Et quand j'assiste aux offices des juifs libéraux, eh bien, j'éprouve un sentiment d'appartenance qui fait partie de ce caractère identitaire. J'ai répondu à l'investissement de mes parents. J'ai intégré ce qu'on a l'habitude d'appeler le peuple du livre. Je ne dirais pas le peuple élu parce que je ne sais pas très bien ce que c'est. Mais je peux dire qu'en gros, par chance, moi personnellement, je n'ai pas, dans ma vie personnelle, je n'ai pas été confronté à des actes antisémites. Voilà. Alors, ce sentiment d'insécurité n'est pas au premier plan. Pas longtemps après la guerre, j'ai donc rencontré des Juifs qui avaient survécu et j'ai été frappé qu'il m'ait dit « Un Juif doit toujours avoir sa valise prête ». Et j'ai gardé ce souvenir jusqu'à maintenant. Bon, ceci peut alimenter une inquiétude, bien sûr. Eh bien, j'ai ressenti l'attentat sur Charlie Hebdo
comme une agression profonde vis-à-vis de l'identité française, vis-à-vis de la substance même de la France. Et puis est arrivée l'agression à l'hypercachère, où on se sentait encore au moins autant, sinon plus concerné. Et alors, donc j'ai marché avec les autres en disant que, en proclamant que je suis Charlie, et j'ai trouvé la réaction de la société française extraordinairement solide, inattendue pour moi. Inattendue pour moi parce que, compte tenu de tout mon passé, j'avais l'habitude de dire que je suis un Français précaire. Et je me suis dit que, après cette réaction de la société française, que je trouve formidable, eh bien je n'aurais peut-être plus de raison de parler de ma précarité comme Français. Dans ma vie personnelle, en gros, je n'ai pas été confronté à des actes antisémites. Mais je suis bien au courant qu'il en existe, bien sûr. Et je suis attentif à ça. Alors mon nom, c'est Pierre Nathan Pincus Jurkowitz. J'ai 84 ans. Mon père s'appelait Saül Dov Jurkowitz. Et ma mère, Ita Freidja Jurkowitz, née Mandel. Alors, par rapport à mon nom, j'ai un détail à ajouter, c'est que le nom d'origine de mon père n'est pas exactement celui-là, mais il a été transformé par la préfecture de police à Paris quand il est arrivé. Et mon père, à l'époque, ne sachant pas le français, ne sachant pas lire le français, il ne s'en est pas rendu compte. Mais le nom, disons, de mes grands-parents, c'est Jurkiewicz, Jurkiewicz. Et ce n'est pas le seul membre de la famille à qui cette aventure est arrivée. Alors nous avions évidemment un nom de clandestinité qui était Jour, J-O-U-R. Alors nos prénoms usuels étaient français. Moi c'est Pierre, qui n'est pas le nom que mes parents m'avaient donné initialement, mais que j'ai ajouté à mes papiers. Et mon père s'appelait Bernard, son prénom usuel était Bernard et ma mère Julie. Alors, Linatin va nous parler et ensuite je vais petit à petit appeler les différentes personnes qui ont souhaité s'exprimer. Comme ça, vous m'entendez? Oui.
Bon. Pierre parlait de ses 80 ans, moi j'en ai 97, et j'ai connu Pierre il y a 40 ou 50 ans, à peu près, grâce à Pauline Dauphin, qui pensait que nos 3 couples, je vais vous dire lesquels, Pierre et Simone, Jean et Pauline, François et moi, nous pouvions sympathiser. Et elle n'avait pas tort. Elle nous a donc invités, et je me souviens qu'au moment de passer à table, Pierre a dit, en regardant François, mon mari, « Je connais monsieur ». Effectivement, ils se connaissaient parce qu'ils se retrouvaient au PSU. Les 2 militants se retrouvaient au PSU et ensuite aux réunions du PS Courant-Rocard. Donc, le courant est passé tout de suite et une amitié s'est créée entre ces 3 couples. C'était l'époque où Pierre voulait donner un nouveau souffle à l'AJP, et il le faisait avec acharnement, avec dévouement. Et finalement, indépendamment de l'AJP, nos 3 couples se retrouvaient fréquemment chaque année. De mon côté, c'était surtout à Revel, où nous dégustions une paella et avions en même temps l'occasion de discuter en plein air quand il faisait chaud à Grenoble. Nous discutions et Pierre, chaque fois qu'il venait à Revel, m'apportait un livre qui plus ou moins évoquait le judaïsme. J'ai longtemps discuté et longuement avec Pierre, comme vous avez pu l'entendre, sur l'identité juive et nos origines. Alors, Pierre me disait qu'il souffrait d'avoir été pendant longtemps, selon son expression, un juif honteux. Vous pouvez retrouver ce qu'il vous a dit dans ces termes. Nos origines, il me disait que ce que lui avait transmis sa famille, c'était uniquement des souvenirs douloureux. Souvenirs douloureux, antisémitisme polonais, pogrom, et aucun désir de leur part, de la famille, de revoir les lieux. Et il opposait ces souvenirs aux miens. Les miens, c'était des souvenirs heureux des Juifs dans l'Empire ottoman. Mes parents étaient retournés à Izmir avec plaisir et ils avaient retrouvé, évoqué le séjour dans cet empire, des maisons basses avec toit en terrasse, où le matin, les femmes vaquaient à leurs occupations, confectionnaient des confitures, oranges ou autres fruits, cuisinaient à la turque. Et pendant ce temps, les hommes, artisans ou commerçants, allaient au travail. Mais l'après-midi, c'était la détente, c'était la mer, c'était la plage. Donc, des souvenirs heureux, tout à fait différents de ceux de Pierre. Nous en discutions longuement, mais
il me disait que malgré ces différences, y compris de langue, le yiddish dans la famille de Pierre, le judéo-espagnol chez moi, les Juifs étaient un peuple, et il le disait avec conviction. Je répondais, on revient toujours sur le problème de l'identité, je répondais en disant que si ce peuple avait survécu malgré les persécutions, malgré les, comment dirais-je, malgré les persécutions, hein? Je comprends. C'était dû essentiellement à un solide ancrage religieux. Je pensais au Maran en Espagne en particulier, mais nous étions à moitié d'accord et nous ne sommes jamais arrivés à une véritable conclusion claire et nette sur l'identité juive. Bien savant celui qui saura définir l'identité juive. Tu me manques, Pierre. Et je pense, au moment où il était déjà fatigué, il assistait à nos réunions et avec sa personnalité discrète, mais riche et très conviviale, très chaleureuse, il nous réjouissait tous. Et si Pierre me manque, je suis sûre qu'il manque à tous. Merci Pierre. Maintenant, c'est M. René Scherer qui a côtoyé Pierre aux amitiés judéo-chrétiennes, mais aussi dans d'autres, je pense, dans d'autres circonstances aussi. Merci, monsieur. Merci. Comme on l'a déjà dit, mais je m'excuse de lire mon papier, notre ami, le docteur Pierre Jurkowitz, de mémoire bénie, est décédé le 7 janvier 2021 et en raison des mesures de confinement, nous n'avons pas pu nous joindre à ses enfants le jour de ses obsèques. J'ai peu connu le docteur Jurkowitz dans notre cadre professionnel commun, parce que nous n'avions pas la même spécialité. Je l'ai surtout rencontré dans des circonstances douloureuses que vous connaissez, que je n'évoquerai pas ici. Ces circonstances m'ont permis cependant de rencontrer Madame Jurkowitz, d'admirer sa patience et son courage, et de deviner à travers des bribes que elle et son mari avaient été dans leur jeunesse des militants. L'un et l'autre, ensemble, étaient donc du nombre de ceux dont parle un verset du Nouveau Testament qui dit ceci: « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Puisque je parle de militantisme, j'évoquerai un souvenir de mon épouse. Il s'agit de l'époque de la guerre en Bosnie. Ma femme et le docteur Jurkowitz se sont trouvés de nombreux soirs à militer en silence pour la paix en Bosnie. Je suis venu ce soir surtout, et je vous remercie de m'en donner l'occasion, pour évoquer la participation du docteur Jurkowitz aux réunions du groupe d'amitié judéo-chrétienne de Mélan. Il avait été dans les tout premiers
à rejoindre le groupe des fondateurs autour de Suzanne Ruel, de mesdames Huss, Smolarski, Limousin, Bonnet-Charbit et de monsieur et madame Wolf. Il intervenait peu dans nos rencontres. Et de ce fait, je manque de souvenirs précis à évoquer. Mais je voudrais surtout souligner sa discrétion et son humilité. Il m'a toujours semblé accorder à la rencontre entre juifs et chrétiens la même importance que lui donnait son fondateur, Jules Isaac. Il s'agit, selon nos statuts, et je le cite, qu'entre judaïsme et christianisme, la connaissance, la compréhension, le respect et l'amitié se substituent aux malentendus séculaires et aux traditions d'austérité. Pierre Jurkowitz avait, à ce que je crois, le souci de la vérité, de la rigueur dans les faits d'histoire et le cas échéant de doctrines que nous échangeons. Il aurait pu se prévaloir de sa réputation justifiée de médecin pédiatre, mais il s'effaçait, comme si cela relevait d'un autre domaine. Nous savons que selon le livre des Nombres, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Cette humilité biblique restera pour moi le souvenir que je garderai du docteur Jurkowitz. Et Célia Naval pour la communauté juive libérale. En effet, j'ai connu Pierre à l'AJP et à l'amitié judéo-chrétienne aussi, mais ce soir, c'est au nom de la communauté juive libérale que je m'exprime. J'ai fait la connaissance de Pierre quand, me semble-t-il, mais ayant entendu certaines choses, je ne suis pas sûre, mais pour moi, c'est quand c'était lui qui souhaitait fonder une association pour les Juifs venus de différentes contrées. Des personnes avec un fond commun, mais des expressions du judaïsme et des attaches très variées. Je me souviens de la première réunion dans la salle du premier étage du CCJ, à l'époque située 6 rue G à Grenoble. Nous étions assez nombreux, attirés par l'idée de ce monsieur si gentil et doux et déterminé à la fois. Comme beaucoup parmi vous le savent, j'ai été très impliquée dans la CJL de Grenoble, la communauté juive libérale, dès le début des années 1990, et je n'ai pas de souvenir d'un temps où Pierre n'était pas parmi nous. C'est un médecin pédiatre à la parole et au tempérament très doux dont je me souviens, toujours très bienveillant. Je n'ai qu'un souvenir d'un moment où Pierre était contrarié et me l'a fait savoir. C'était lors d'une célébration de Purim dans la salle mise à notre disposition rue Saint-Jean-Bobillot. L'office et la lecture de la Megillah d'Esther étaient organisés par notre jeune officiant Olivier Frege, aujourd'hui directeur de théâtre et metteur en scène. Inspiré, je crois, par le rabbin Ribon Krigier d'Adat Shalom à Paris, Olivier a remplacé le nom du roi autoritaire Ahasuerus par Ahmadinejad, alors à la tête de l'Iran. L'idée de tirer des parallèles entre nos textes et l'actualité que nous vivons est tout à fait dans les pratiques de nos communautés. Et nombreux parmi nous avaient trouvé cette approche de la lecture stimulante. Pas Pierre.
à qui on ne pouvait pas reprocher d'être de pensée rigide. J'ai bien sûr engagé une petite discussion pour atténuer l'effet contrariant de la version proposée. Mais au-delà, j'ai compris qu'il y avait eu manque de communication. J'avais fait confiance à Olivier et je découvrais l'angle adopté lors de la lecture même. En bonne enseignante, j'aurais dû prévoir et nous aurions dû préparer le terrain, ce que Pierre aurait sûrement compris. Pierre et Simone venaient souvent célébrer les fêtes avec nous dans les divers espaces que nous occupions, ceux déjà indiqués, ou rue René Thomas et l'hôtel Europol, et Pierre continuait à être présent aussi longtemps qu'il le pouvait. Nous rendons un hommage affectueux aujourd'hui à un des piliers du judaïsme libéral, progressiste et pluraliste à Grenoble. Pierre était médecin pédiatre et il y a quelqu'un qui a voulu témoigner de cet aspect de Pierre qui a été le médecin de ses enfants, donc Pierre Monceau. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui auraient pu dire ce que je vais dire, mais bon, ça va. En fait, on a des souvenirs communs, même si c'est un peu à la lisière. Hein, le PSU avec ma femme François et j'apprends maintenant avec Pierre. Et puis les paellas, les paellas à Revel. Comme nous avons une amitié qui dure depuis une quarantaine, peut-être plus que si avec Dina et François. Alors, Pierre Jurkovic, pour nous, c'est le docteur Jurkovic, le Pied-Vert. Et nous l'avons connu lorsque nous avons les premiers enfants, qui sont arrivés en fait en 1967. Et après, le deuxième enfant. Et les deux choses que je peux dire de ça, c'est d'une part, il avait organisé quelque chose d'extraordinaire. C'était une permanence téléphonique tous les jours de 8h à 8h30 pour rassurer les papas et les mamans parce que le petit, il avait 38 la nuit, etc., etc. L'inquiétude, la panique des parents. Il fallait parler 2 minutes et pas plus que 2 minutes. Très clair. Alors, c'est grave, vous venez ce soir, immédiatement vous venez, du calme, un peu de sirop et ça se passera bien. L'autre chose qui est le souvenir, en fait, c'est vraiment un souvenir personnel. Quand le premier enfant est arrivé, 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, Pierre le prenait, le docteur Jurkovic, le prenait dans ses mains, comme ça, et le contemplait, et pendant, j'étais témoin, je m'en rappelle, je ne sais pas, plusieurs minutes. Et qu'est-ce qu'il lui disait à cet enfant? Alors, j'ai téléphoné à mes deux enfants. Maintenant, ils ont 50 ans. Je leur dis, mais vous vous rappelez le docteur Jurkovic? Et alors, la question qu'on se posait, est-ce qu'on va garder le docteur Jurkovic comme pédiatre jusqu'à quand? Et ils disaient, mais jusqu'à ce qu'ils veulent. Et en fait, ça a duré jusqu'à l'adolescence, 13 ans, 14 ans, etc. Alors, je leur ai demandé, mais quels souvenirs qu'ils ont? Bon, mais un souvenir d'un médecin très agréable, très, très, très présent, etc. Et donc, je me dis que si eux s'en rappellent, les milliers d'enfants que le docteur a soignés doivent se rappeler de lui. Pierre faisait partie de notre groupe, de notre atelier Yiddish, et Liliane va lire quelques mots qu'on partage tous. Oui, voilà qui va compléter tout ce que vous avez entendu sur son identité juive et sur sa quête d'identité, justement. Alors, nous sommes tout un groupe. Il a commencé avec nous, il a été des fidèles parmi les fidèles, comme à peu près toutes les associations dont il a fait partie. Je souhaite d'abord excuser, pour montrer à quel point ils auraient tenu à être là, les amis de cet atelier qui n'ont pas pu être là, qui m'ont demandé expressément de le faire. Agnès, Suzy, Françoise, Irène et Henri, Elisabeth et Vilk. Alors, je reprends les mots voulus par tout le groupe, ce n'est pas mon texte personnel, et voulus par les amis de Pierre de cet atelier yiddish de Grenoble.
Et cet atelier qui, dès les débuts, se sont souvent trouvés chez lui. C'est lui, et vous avez évoqué tous à quel point il était accueillant, et puis je dirais aussi à quel point il tenait à l'amitié et à ce que nous faisions ensemble. Donc nous allons, j'évoque ce ressentiment commun de texte et collectif. Pierre nous a laissé une forte empreinte, à la fois physique et affective. Plusieurs disent combien il était impressionnant, intimidant même de premier abord. Et avant de le connaître mieux et de découvrir sa personnalité bienveillante, son écoute et le soutien qu'il a apporté à beaucoup quand ils ont connu des difficultés graves souvent, ou simplement, ça fait écho à ce qui vient d'être dit, étaient de jeunes parents expérimentés, paniqués devant leur nouveau-né qu'ils ne savaient pas trop comment soigner. Donc ont aussi le souvenir de fou rire inattendu, notamment quelqu'un qui l'a évoqué de façon précise. Alors nous sommes encore habités par sa présence, pourtant qui manquait depuis longtemps, puisque déjà quand il était malade et affaibli, il venait moins. Alors il émanait de lui une élégance indéfectible, je reprends les mots des personnes qui se sont exprimées, dans son maintien, dans sa voix, dans son langage, dans son sourire. Et cette élégance était enrobée de tendresse. Une personne a évoqué, je me souviens de sa poignée de main, il aimait les garder au creux des siennes, les serrer et je sentais une chaleur infinie. Discret, pas d'emblée très loquace, mais il aimait beaucoup la discussion et répondait volontiers, toujours d'une parole mesurée, réfléchie et informée sur les sujets qui l'intéressaient comme Israël et les sujets politiques en général. Ça me tremble. Il suivait et comprenait l'évolution du monde. Son sérieux s'alliait à la profondeur et à la finesse. Pour nous surtout, ce qui nous réunissait, c'était la langue yiddish. Le yiddish de ses parents, cette langue, ses parents et les nôtres, cette langue dont l'écho en lui était profond, comme pour nous reliant à nos origines et à notre enfance. Et nous nous retrouvions chaque semaine pour Pierre avec l'assiduité, le sérieux et l'approfondissement qui le caractérisaient. Et surtout un grand plaisir partagé, un plaisir communicatif et gustatif. Un détail au sens figuré et au sens propre, parce qu'il apportait souvent son traditionnel gefilte Fisch et le dihaktel Eier, c'est-à-dire le foie haché et les yeux hachés, dont il était un grand spécialiste et dont nous nous régalions chaque fois qu'il y avait des moments festifs. Alors nous nous réunissions chaque pour nous avec une émotion intense à la rencontre de la Yiddishkeit, d'un trésor pour nous retrouver. Et cette Yiddishkeit, malgré sa pauvreté matérielle, était d'une grande richesse intellectuelle et spirituelle, avec aussi un folklore que nous retrouvions dans les textes, et un humour si particulier et qui nous parle tant. Et il était français avant tout et juif au très fond de lui-même, avec une pensée et des valeurs ancrées, comme ça a été dit auparavant, et avec cette langue en héritage. À cette évocation, permettez-moi de dire quelques mots, une petite phrase. Alors, "Sis uns warm in Hart", c'est nous chaud au cœur quand on l'évoque. Et un mot dit bien ce qu'était Pierre, ça a été dit par la plupart de vous, un Mensch, à peu près intraduisible, quelqu'un de bien, un humaniste, et comme quelqu'un vous dire, Pierre, c'était la classe. Voilà. Je voulais aussi, de la part de Josiane et Jean-David, qui n'ont pas pu être là, ça va faire suite à ce qui a été dit, puisqu'ils étaient les parents, dont Pierre était le pédiatre. Alors nous connaissions Pierre depuis très longtemps, sans doute bien avant la plupart des présents à cette soirée d'hommage. Il était le pédiatre de nos filles. Brigitte était née en décembre 1968. Un médecin attentionné et attentif. Puis nous le retrouvions régulièrement dans ses conférences et des soirées consacrées au judaïsme, à Israël. Il était aussi assidu
au pupitre des basses de la chorale. Voilà, nous conservons en souvenir sa discrétion et sa gentillesse associées à celui de Simone. Donc, Mickey qui souhaite s'exprimer au nom de ses parents. Mickey Gilles. La plupart d'entre vous me connaissent comme membre de la JP. Mais ce n'est pas à ce titre-là que j'ai tenu à m'adresser à la famille de Pierre Jurkowitz. En effet, j'ai rencontré Pierre aux alentours de l'année 90, lorsque la JP était balbutiante. Et puis j'ai rencontré son épouse Simone. Or, quelques années plus tard, Pierre a cessé son activité professionnelle de pédiatre et a décidé de poursuivre des intérêts que son investissement auprès de ses jeunes patients ne lui avait pas donné le temps. Et il s'est donc inscrit, entre autres, à l'université Interage, où il a rencontré, dans un premier temps, ma mère, Margaret Gilles, puis mon père, Marcel. En effet, ma mère donnait des cours d'anglais. À l'occasion d'une discussion avec ses élèves à propos d'un texte qu'elle leur avait fait étudier, elle a dit, au détour d'une phrase, qu'elle était juive. À la fin du cours, Pierre s'est approché de ma mère et lui a exprimé son étonnement qu'elle fasse mention de sa judaïté en public. Après quoi, une discussion s'en est suivie, discussion au cours de laquelle ma mère a explicité une judaïté qui allait de soi. Elle n'était pas religieuse et ne fréquentait pas la communauté juive. Pierre, quant à lui, a exprimé à ma mère une judaïté plus complexe et une mémoire douloureuse. Pierre et ma mère se sont immédiatement liés et les deux couples, ou plutôt les trois, je veux dire Simone et Guy Galinsky, que je connaissais depuis l'âge de 12 ans, sont devenus tous les 6 des amis très proches et ont partagé de multiples libations. Donc, à eux 6, ils incarnaient les multiples visages du judaïsme. Mon père n'était pas juif, mais il avait connu la Tunisie heureuse. Mythe ou réalité, peu importe. Quelques années plus tard, mon père Marcel, qui avait 88 ans, est tombé dans la rue en se rendant au marché Saint-Bruno, où il avait l'habitude de faire ses emplettes auprès de commerçants maghrébins avec qui il taillait une bavette en arabe et évoquait sa vie au soleil de l'autre côté de la Méditerranée. Mon père fut hospitalisé et mourut quelques jours plus tard, après un court séjour dans le service de réanimation du CHU. Et c'est là que je veux en venir. Pierre s'est rendu en réa, a pris la main de mon père, lui témoignant son attachement et son amitié. Tandis que ma mère, terrifiée par la mort annoncée de son époux, se tenait droite comme un i dans le couloir immaculé du service de réa. Il faut dire que ma mère avait reçu une éducation britannique. Très peu de gens ont accompli ce geste, à vrai dire, seul Pierre Jurkowitz et Henri Meillac l'ont fait. Aussi, je tenais beaucoup à témoigner à la famille de Pierre ma profonde gratitude et celle de ma défunte mère, que Pierre et Simone ont soutenue dans ces années difficiles. Merci Pierre. Maintenant, on va évoquer un autre aspect de Pierre, c'était sa participation à la chorale Diasporine Zinger sous la direction d'Yves Markovitch. Bonsoir. On n'est pas très nombreux, mais on va faire de notre mieux parce que Pierre, c'était Pierre, c'était notre mascotte, c'était quelqu'un qui est venu la première fois parce que Simone voulait chanter. Et qu'il fallait amener Simone à la chorale. Installez-vous devant. Hein.
Et il était là. Et je lui ai dit, écoute, ok, t'es là, mais tu vas pas attendre. Donc tu vas chanter. Et il s'est mis à chanter. Et il a été présent très 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 longtemps. Parfois c'était compliqué vers la fin, les problèmes d'intonation. Mais c'était Pierre. Et Pierre, c'était un peu de l'âme de Diasporine, comme tant d'autres, bien sûr. Ça, c'est ma première anecdote sur Pierre. Puis alors, Pierre, c'était... allez, installez-vous, moi je meuble pour l'instant. C'était l'homme à la partition. Pierre, il était toujours plongé dans sa partition, alors que pour lui, le solfège, c'était de l'hébreu. Et je lui disais, mais Pierre, t'as pas besoin de prendre ta partition comme ça. Mais si, il me disait, tu sais, je suis les lignes. C'est-à-dire que je regarde si ça monte ou si ça descend. Donc effectivement, il ne connaissait pas le solfège, mais il savait l'interpréter. Bien sûr, Pierre, c'était Simone aussi, et n'oublions pas que si on s'appelle Diasporine Zinger, c'est parce que c'est Simone qui a eu l'idée. Donc on leur doit ça, et on leur devra toujours ça. Voilà. J'ai plein d'autres anecdotes sur Pierre. C'est grâce à lui que j'ai trouvé une pédiatre pour mes enfants, parce que lui n'exerçait plus, et il m'a dit, mais tu sais, il y a une excellente pédiatre à la chorale, c'était Anne-Marie. Puis j'aurais ce souvenir d'avoir croisé Pierre fin août, début septembre 2020 à Carrefour, et Chirol. Il était déjà bien fatigué, mais la seule chose que je lui avais dit, c'est prends ton temps et reviens à la chorale. Alors il est toujours là. Deux choses. D'abord, j'ai oublié de dire, Pauline n'est pas venue ce soir. Elle m'a envoyé un message, elle est fatiguée, donc vous vous doutez, après ce qu'a dit Lina, que pour Pauline ne pas venir, c'est un crève-cœur. Donc elle est là avec nous. Et puis qu'est-ce qu'on va chanter? On va chanter deux chansons. Une qui correspond à peu près au moment où Pierre et Simone sont arrivés, qui est un de nos chants fétiches, Tumbalalaika. Et puis l'autre, qui est la chanson avec laquelle nous avons accompagné tous ceux qui nous ont quittés, Alecha la Kesaria. Nehmen,
Bonsoir à tous. Beaucoup d'émotions ce soir, hein, parmi tous les témoignages. Donc, j'interviens ici en tant que président actuel de l'AJP. Après Jean Sarfati, qui a été le fondateur de l'AJP, et puis Daniel Zilzenfeld, c'est Pierre qui a présidé l'association pour un judaïsme pluraliste de 1993, comme il a dit, à 2003. Je lui ai succédé jusqu'en 2014, puis après il y a eu Myrta, et puis maintenant j'ai repris cette fonction. Pendant ces années-là, je veux dire, c'était même nos belles années de l'AJP. Il y avait plus de jeunes, plus de fonctionnement. Nous avions acquis une réelle visibilité, que ce soit vis-à-vis de la communauté ou parmi la vie associative grenobloise. On avait des activités très diversifiées, il y en a qui ont fait déjà des références. Ça allait de la présentation de chapitres de la Torah par le rabbin Garay. C'est d'ailleurs une initiative de Pierre. Le rabbin Garay venait tous les 15 jours, même parfois toutes les semaines, nous expliquer un chapitre de la Torah devant un parterre de grands ignorants. Et puis, à l'autre extrémité, j'allais dire, par exemple, une conférence pour laquelle j'avais dû d'ailleurs beaucoup insister auprès de Pierre, avec Alain Grèche du monde diplomatique, sur la situation au Moyen-Orient, plus particulièrement en Israël, qui provoquait de vifs débats, y compris au sein de notre association. Mais Pierre savait apporter son calme dans ces débats, mais sans se départir de sa détermination. Alors comme d'autres l'ont dit, on se réunissait régulièrement chez Simone, sa femme qui savait nous accueillir très chaleureusement. Il tenait beaucoup à ce que nous affirmions le caractère laïque de notre association. Même si dans le titre, après aussi de nombreux débats, il avait été préféré le terme pluraliste. On avait donc rajouté, même quelques années après, une espèce de codicille où on disait on est pluraliste, on est laïque, mais on est quand même pluraliste. Voilà. Enfin, question juive, quoi. Alors, vous avez entendu des témoignages de sa famille, de la communauté juive libérale, de Muriel, de l'association Yiddish, des différentes personnes. C'est quelle Pierre? C'est le même Pierre? C'est comme disent autres, est-ce que c'est le même ou un autre, ou est-ce que c'est le même qu'on a entendu? On ne sait pas. En fait, c'est tout ça qui fait toutes ces différentes facettes qui font le Pierre que chacun d'entre nous a connu et qui, en fait, est une personne qui avait effectivement de multiples facettes, des tas d'aspects dans sa vie, qui a été une longue vie, très, très pleine de beaucoup d'engagement, de beaucoup d'affection pour beaucoup de monde. Alors, il y avait un point sur lequel il avait une grande difficulté, c'était de s'exprimer en public. Et quand Yves a parlé du fait qu'il suivait les partitions à la ligne, quand il intervenait au sein de l'association, lors d'une assemblée générale, ou je ne sais pas, avant Hanouka, quand on le célébrait, il avait toujours un texte et il le suivait tel quel. Et dès qu'il y avait besoin de faire une intervention dans un public extérieur, à ce moment-là, il me demandait de venir. Donc j'ai un souvenir, par exemple, je suis intervenu au nom de l'AJP, alors que ça aurait pu qui intervenait, à Paris, lorsqu'il y avait eu une conférence rassemblant toutes les organisations juives et laïques de France, ou, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, à Radio Kol HaShalom, on avait été aussi invité à parler. Un autre souvenir que j'ai qui avait été un petit peu bizarre, on avait été invité par une partie de la communauté protestante qui nous avait demandé de venir. La question c'était en fait comment vous pouvez être juif et pluraliste et laïque. Enfin, c'était un truc qu'ils n'arrivaient pas à comprendre, ça. Donc ça, ils nous avaient demandé d'essayer de leur expliquer. Je ne sais pas si on les avait convaincus, parce qu'à la fin, ils avaient tous sorti leur saucisson. Donc, bon. Vous avez vu aussi dans son interview filmée, là je remercie l'existence de ce film, parce que je pense que ça nous a beaucoup apporté, qu'il a dit des choses qu'il aurait dit nulle part ailleurs. Donc je remercie Aline et Pierre d'avoir fait cette interview. Le marquage de sa période de l'occupation allemande, alors il n'était pas vraiment un enfant caché, mais comme il l'a dit, je retiens le mot qu'il a dit dans son œuvre, il s'est senti humilié. Et qu'il dit que la guerre ne l'a jamais quitté. Et
j'ai l'impression que ça a expliqué en grande partie sa réserve aussi à parler de lui-même. C'était pas quelqu'un qui allait comme ça s'exprimer, raconter sa vie ou ses sentiments. Là aussi, je vais faire un témoignage particulier qui recouvre ceux qui ont été faits par d'autres. Pendant ma longue convalescence après mon accident, entre 2010 et 2013, j'ai pu compter sur lui régulièrement. Il venait me voir, jamais les mains vides, comme d'autres l'ont dit aussi, toujours avec un livre. Et dans ces moments particuliers, donc effectivement, on était souvent au milieu hospitalier, on était une petite chambre, il répondait quand même assez facilement aux questions que je lui posais, parfois très directement, sur sa vie et sur lui-même. Et à ce moment-là, il me disait des choses, il parlait, il souffrait. Je découvrais un autre Pierre aussi encore, comme ça. Dans les années avant le numérique et Internet, que vous avez tous ceux qui sont là connus, on se retrouvait aussi souvent dans mon bureau pour plier les convocations, coller les étiquettes, les enveloppes et les timbres, travail réjouissant parmi d'autres. Et ma jeune assistante, qui le voyait régulièrement, m'a demandé un jour, mais qui est cet homme qui a une telle prestance qui vient te voir? Et donc je lui ai expliqué, je veux dire, de la prestance, il en avait effectivement à tous les niveaux. Et c'était quelqu'un qu'on pouvait, comme l'a dit aussi tout à l'heure une personne qui était gentil, attentif, une personne sur laquelle on peut compter. Et dans la tradition yiddish, on dit qu'effectivement, quelqu'un qui s'exprime comme ça, qui a une attitude avec honneur et intégrité, c'est le mot mensch qui lui convenait le mieux. Donc effectivement, Pierre, il nous manque ce soir à tous. On ne va pas terminer sur un élément triste, puisqu'on va faire maintenant écouter de la musique, et après on terminera, comme souvent nos activités se terminer autour d'un pot qui vous sera servi au fond de la salle. Merci à tous d'être venus ce soir. Merci beaucoup. Ouais, voilà, le temps est très vite passé. Alors pour clôturer, on va vous interpréter une chanson qui est très très connue en Israël. On va vous interpréter l'hymne israélien, la Tikva. Alors je tiens vraiment à préciser, c'est pas du tout pour le caractère religieux, c'est plutôt pour l'identité juive, l'identité très forte à travers ce titre. Et puis surtout, avec Eric, on a beaucoup chanté pour des festivités juives, et c'est une tradition. Elles se terminent toutes par cette chanson. Et tous les gens en face la connaissent par cœur, et c'est toujours un moment vraiment rempli d'émotions. Et cette chanson, elle est juste magnifique. Très loin de notre Marseillaise française. Alors, je veux juste vous remercier encore. J'ai eu quelques larmes qui ont coulé, des petits nœuds dans la gorge, et surtout une immense, immense fierté d'être sa petite fille. Moi aussi, j'ai des souvenirs toute ma vie j'ai eu l'impression d'être la petite fille de quelqu'un de très célèbre. Je compte même plus le nombre de fois où on m'a dit Jurkovitz, la famille du grand pédiatre. Ben oui, c'était une fierté. J'ai l'impression qu'il a soigné tous les enfants de Grenoble. Il était vraiment, vraiment reconnu. Et puis, une dernière toute petite anecdote, parce que vraiment, c'est vrai que jusqu'au bout, il avait la soif d'apprendre, parce que quelques mois avant qu'il nous quitte, il était encore en train de me demander avec son téléphone portable, apprends-moi, je veux faire, je crois que c'était l'atelier yiddish, ou je sais plus, vous faisiez des zooms. Voilà. Apprends-moi, ils vont faire un zoom, parce qu'il y a le confinement, je peux pas y aller. Je lui dis, mais Pierre, tu vas rien comprendre, c'est compliqué. Zoom, c'est pas accessible à tout le monde, tu ne vas pas comprendre, je veux bien t'expliquer, mais tu vas pas y arriver. Si, apprends-moi, je vais y arriver. Ben, je lui ai appris. Il a écrit sur son petit carnet tout ce qu'il fallait faire, et il y arrivait, même ça. Moi, j'étais comme ça, j'en revenais pas. Enfin, voilà, c'était le dernier souvenir que je voulais évoquer. Bravo Pierre, tu nous as tous marqués, et merci à vous. Merci pour tout ce que vous avez dit, parce que vous m'avez vraiment ému. Merci à tous. Myrta, merci.
Merci beaucoup. Merci à tous.